Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes de Paris. Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. L'actualité nous rattrape dans la nuit. Israël a frappé, continue d'ailleurs de frapper des sites militaires et nucléaires iraniens en Iran, notamment le site de Natanz, visé au centre de l'Iran, site d'enrichissement d'uranium. Que dit Netanyahou et que dit Trump, qui était en négociation d'ailleurs avec l'Iran pour essayer de trouver une solution et d'empêcher l'Iran de construire une bombe atomique. Que dit Netanyahou? Le programme nucléaire iranien est une menace pour l'existence d'Israël. Menace pour l'existence d'Israël ? Le programme nucléaire iranien est une menace d'une manière générale, pas que sur l'existence d'Israël. Après, le problème de frapper de manière unilatérale et sans coordination internationale, c'est que il peut déclencher un conflit d'une bien plus grande ampleur que ce qui existe actuellement. Et on a l'impression que Netanyahou s'émancipe de toutes les règles internationales. Alors on le voit sur Gaza, mais d'une manière générale. Et là, à un moment, je pense que ça devient un danger. C'est-à-dire que oui, il y a un danger du nucléaire iranien, ça je pense que tout le monde le reconnaît, mais alors le fait qu'un chef d'État comme ça s'émancipe et piétine absolument toutes les règles internationales qui sont en cours, c'est aussi un danger. Et là, maintenant, on arrive quand même à une situation qui devient extrêmement critique, instable, parce qu'il n'y a pas que l'Iran. Il y a le Sud-Liban, il y a la Syrie. Voilà, qu'est-ce que ça va provoquer? Les jours prochains risquent d'être dangereux. Voilà. Bien, Sandrine Rousseau, non pas faire de géopolitique, une demi-heure de géopolitique, Sandrine Rousseau. Je vais quand même rester dans la région avec la semaine prochaine un événement important. Emmanuel Macron sera aux États-Unis et il va proposer, avec l'Arabie Saoudite, il va proposer probablement, on attend, mais probablement la reconnaissance d'un État palestinien. Ce sera une première pour la France. Vous l'encouragez ? Mais je l'encourage absolument. Absolument. Mais moi, je n'avais pas eu ces informations-là. Les informations que j'ai lues étaient que justement, il reculait sur la reconnaissance de l'État palestinien. Alors, très bien s'il va aux États-Unis et qu'il parle de la reconnaissance de l'État palestinien. C'est une nécessité aujourd'hui. Je rappelle que ce qui se passe à Gaza, je dis que ce qui se passe à Gaza est inadmissible, mais inadmissible, que c'est une atteinte vraiment à tout le droit international, évidemment, mais ce sont des crimes de guerre, c'est probablement un génocide. Enfin, là, maintenant, on ne peut pas continuer. Ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des vieillards, c'est toute la population civile, ce sont tous les habitations. Enfin, il faut comprendre qu'en fait, c'est la destruction complète de la capacité à vivre d'un peuple. Et à côté de ça, on a un président américain qui est approuvé d'une manière ou d'une autre qui est approuvé par Netanyahou, qui dit on va en faire une Riviera, alors que c'est le territoire d'un peuple. Enfin, c'est une humiliation totale pour un peuple et la destruction d'un peuple. Comment on appelle la destruction d'un peuple? Eh bien, ça s'appelle un génocide. Sandrine Rousseau, Emmanuel Macron rappelle aussi et emporte avec lui, si je puis dire, une lettre d'intention de Mahmoud Abbas, le patron de l'OLP, de la direction palestinienne, évidemment, de l'autorité palestinienne. Que dit Mahmoud Abbas? Il dit il faut condamner le terrorisme, il faut libérer les otages, il faut démilitariser le Hamas et mettre fin à la guerre à Gaza. Avant réforme et élection. Vous appuyez ? Vous êtes d'accord avec cette proposition-là ? J'appuie cette proposition-là, mais je rappelle que c'est aussi la politique de Netanyahou que d'avoir affaibli l'OLP au profit du Hamas à un moment, parce qu'ils estimaient que c'était moins... Oui, mais à un moment, on a aussi les conséquences de politiques qui ont été menées dans le passé. Est-ce qu'il faut démilitariser le Hamas ? Je pense que là, il faut démilitariser la zone, sinon on n'y arrivera jamais. Donc là, en l'occurrence, il y a une proposition qui est sur la table. Cette proposition peut être une voie de la paix, eh bien étudions-la et remettons aussi au centre du jeu des organisations politiques qui sont plus modérées que le Hamas, parce que là, sinon on est dans une impasse et dans un danger existentiel du peuple palestinien. Du peuple palestinien, bien. Conférence... Je change un peu de sujet. Conférence sur l'islamophobie organisée à Perpignan. Aujourd'hui, vous avez vu ça? Non, vous n'avez pas vu ça. Pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Sur l'affiche, 2 hommes et une femme.
Écoutez bien. Les deux hommes, dont un député LFI, Raphaël Arnaud, en photo. Les deux hommes sont en photo. Eh bien, la femme, qui s'appelle Chérine, n'est pas en photo, elle est voilée et elle est simplement dessinée. Est-ce que vous ne trouvez pas ça insupportable ? Moi, si. Vous le dites. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est que cette affiche. Je découvre ça. Bon, voilà. Enfin, évidemment que les femmes doivent être sur les affiches et à égalité avec les hommes. Voilà. Enfin, après, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc je ne vais pas le commenter ici. Voilà. Bon. Sandrine Rousseau, commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale. En commission, inscription du régime taliban sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Vous êtes évidemment favorable à cela. Sur le régime taliban ? Oui. Le régime taliban est un régime... Je vous dis ça parce que le RN a voté contre. J'ai été assez surpris. Vous avez pas vu ça ? Le RN a un double discours de manière permanente, mais les talibans sont un régime totalitaire, un régime extrémiste, un régime qui fait un apartheid de genre. Il est évident que ce régime doit être bien plus menacé, ostracisé et mis de côté sur la scène internationale, évidemment. Évidemment, enfin là-dessus, il n'y a aucun doute. Et cette résolution prévoit aussi le renforcement de la politique d'accueil des femmes afghanes en France et en Europe. Il serait temps. Parce que pour discuter beaucoup avec des personnes qui essayent de faire passer les frontières aux femmes afghanes pour en sauver au moins une partie, eh bien, ils ont les pires difficultés. Nous sommes plusieurs députés et sénateurs à soutenir les démarches qui sont faites pour essayer de faire en sorte qu'elles aient leurs papiers, qu'elles puissent être accueillies, etc. Et rien n'est simple là-dedans. Donc vraiment, meilleur accueil des femmes afghanes. Et c'est l'honneur de la France que de le faire. Je change complètement de sujet. La taxe Zuckman au Sénat, non. Les sénateurs ont dit non. C'est un impôt plancher, je le rappelle, sur le patrimoine des ultra-riches, ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Au moins 2% de leur fortune. C'est ça, la taxe Zuckman. C'est pas au moins 2%, c'est 2%. 2%, Pour des gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine, ça va. Plus de 100 millions. On n'est pas non plus dans une... 1800 personnes en France. On est juste dans un peu d'équité, quoi. Voilà. 1800 personnes en France. 1800 personnes, ça rapporterait 40 milliards. C'est à peu près toutes les économies qui vont être recherchées l'année prochaine. Donc en fait... Est-ce que selon vous, la France est un paradis fiscal pour milliardaires ? Ah oui, aujourd'hui, oui. Vous dites oui. Oui, aujourd'hui, oui. Ah bon. Aujourd'hui, oui. Ce qu'il faut que les auditeurs et auditrices saisissent bien, c'est qu'aujourd'hui, un milliardaire paye 2 fois moins d'impôts qu'un professeur, qu'une infirmière, des personnes qui travaillent et qui travaillent honnêtement. La charge fiscale sur les classes moyennes est 2 fois supérieure à celle des milliardaires. C'est pas admissible. Tout le monde nous parle de vivre ensemble, de cohésion sociale, de valeurs de la France. Les valeurs de la France, c'est la justice. Là, c'est injuste, c'est profondément injuste. Donc, je ne suis pas contre les riches. Il y a des riches très bien, mais enfin là, à un moment, il va falloir quand même qu'ils rendent une partie de la richesse à la cohésion sociale. En plus, ils ne sont pas riches tout seuls, ils sont riches grâce aux routes, aux hôpitaux, à l'école, etc. Donc c'est normal qu'une partie de leur richesse revienne à la communauté nationale. Est-ce qu'il faut exclure le patrimoine professionnel du calcul de la fortune ? Alors ça, c'est une grande discussion. Mais oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'il y a aussi aujourd'hui une manière de s'exonérer de l'impôt en augmentant le patrimoine professionnel. Moi, je pense que c'est toujours pareil. C'est une question de seuil pour les artisans, pour les petits commerçants. On peut imaginer que ça sorte de la base fiscale, ou les patrons de PME, que ça puisse en partie sortir de la base fiscale. Par contre, pour les grands patrons, je pense qu'il y a une partie du patrimoine professionnel qui doit rentrer dans la base d'imposition, bien sûr. Alors, il faut faire des économies. C'est ce que nous dit le gouvernement. On attend les décisions qui seront prises sur les économies dans le futur budget. Promesse pour début juillet. Gérald Darmanin lui avance ses idées. Et à propos de l'allocation chômage, il dit qu'il faut passer de 18 à 9 mois d'indemnisation. Il faut forcer les gens à aller travailler. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin ? Il faut forcer les gens à aller travailler ? J'ai l'impression qu'il montre de la force, il montre de l'autorité. Quand je dis « il », c'est au pluriel. À chaque fois qu'il s'agit de taper sur les gens qui n'ont pas soit de travail, qui n'ont pas beaucoup d'argent
Et par contre, leurs mains tremblent dès qu'il s'agit de voter la loi Zuckman, par exemple la taxe Zuckman sur les plus hauts patrimoines. Et en fait, là, la France ne va pas bien, mais ne va vraiment pas bien. Les gens n'y arrivent plus. Les gens n'arrivent pas, et je le dis avec un peu de force, les gens n'arrivent même pas à penser à demain. Là, il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent, qui ne savent pas comment ils tiendront demain, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leur loyer, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leur nourriture, la nourriture de leurs enfants. Enfin, vraiment, il faut se rendre compte de la crise sociale inouïe qu'il y a actuellement. Et quand on est là à avoir un discours uniquement sur les personnes qui déjà sont en difficulté, parce que quand on est au chômage, c'est souvent des pertes de pouvoir de vivre, en fait, qui sont derrière. Et j'en ai marre, en fait, qu'on tape toujours sur les mêmes, toujours. Et qu'en fait, ce soit même un ressort électoral. C'est-à-dire qu'on cherche là à gagner des électeurs en tapant sur les plus faibles. C'est pas la France, ça. C'est vraiment pas la France. Oui, c'est pas votre France. C'est pas ma France, en tous les cas. Sandrine Rousseau, mais la semaine prochaine, fin du conclave sur les retraites. Là aussi, on attend les conclusions. On peut y arriver, dit François Bayrou. Nous verrons bien. Nous verrons bien ce qui se décide. Est-ce que la censure s'impose ? Mais déjà, on ne sait pas ce qui va sortir du conclave sur les retraites, mais on a vu que le Conseil d'orientation des retraites, a déjà proposé que nous travaillions jusqu'à 66 ans et demi. Oui. Et en fait, quand j'ai vu ça, je vais vous dire, j'en ai ri. C'est-à-dire, je me suis dit, oui, c'est vrai que si on travaille jusqu'à la mort, en fait, on n'a plus de problème de retraite. C'est vrai, d'une certaine manière. Si on travaille jusqu'à ce qu'on meure, après, il n'y a plus de problème de retraite. Mais là, ce qui n'est pas pensé dans les réformes des retraites successives, et notamment dans ces 64 ans, pourquoi les gens se sont levés pour les 64 ans ? C'est pas parce qu'ils sont inconscients du problème des retraites. C'est pas parce qu'ils sont d'atroces dépensiers et qu'ils n'en ont rien à faire des comptes publics. Pourquoi ils se sont levés pour les 64 ans ? Parce que 64 ans, c'est injuste. Parce qu'en fait, quand vous avez un métier difficile, quand vous commencez à avoir mal au bras, au dos, aux genoux, quand vous n'y arrivez plus, quand votre corps n'y arrive plus, eh bien, en fait, 64 ans, c'est un horizon inatteignable. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a des gens le matin qui se lèvent, qui sont perclus de douleur et qui ont besoin, en fait, d'avoir ce temps de repos. Certains pourraient travailler 66 ans et d'autres 60 ans. Oui, mais c'est déjà le cas. C'est le problème, peut-être, non ? C'est déjà le cas. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre temps de travail si vous le décidez. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que ceux qui décident de l'augmentation de l'âge de départ en retraite, ce sont des cadres dont les conditions de travail sont quand même globalement plus faciles, même s'il y a des burn-out et de la souffrance psychologique, mais globalement quand même plus faciles que ceux qui ont les métiers les plus difficiles, qui eux n'ont pas voix au chapitre. Et en fait, c'est ça l'injustice sociale, et c'est une forme d'humiliation, c'est une forme de domination sociale. Il faut l'entendre, ce truc-là. C'est une forme de lutte des classes. C'est une forme de lutte des classes. Sandrine Rousseau, vous avez remis un rapport parlementaire sur l'état alarmant de la psychiatrie française. Oui. Alors, je vais y revenir. Vous en aviez déjà parlé ici, d'ailleurs, à la lumière de ce qui s'est passé à Nogent. On ne sait pas tout sur cet adolescent de 14 ans, et je me garderai bien de tirer la moindre conclusion, comme malheureusement font certains médias, pour aller trop vite. Fait de société ou simple fait divers pour vous ? Ah non, fait de société. Fait de société. Fait de société. Mais je vous remercie de parler de ce rapport sur la psychiatrie, parce que c'est un rapport qui est passé un peu sous les radars, alors que les conclusions que nous avions tirées avec ma collègue Nicole Dubré-Chirat, dont je rappelle qu'elle est du groupe Renaissance, donc a priori rien ne nous permettait d'être en accord sur les propositions ni sur le constat de la psychiatrie. Et pour autant, nous avons été absolument d'accord. Et nous avons extrêmement bien travaillé ensemble. Et je le dis aux auditeurs et auditrices, parce que c'est aussi important de se dire que quand il s'agit d'un enjeu vraiment important dans la vie des Français et Françaises, d'un enjeu national, nous sommes capables de travailler ensemble. Eh bien, que dit ce rapport sur la psychiatrie ? C'est que nous allons extrêmement mal, mais extrêmement mal. Il y a 13 millions de personnes qui aujourd'hui sont touchées par des troubles psychiques. Et quand on regarde qui est touché par ces troubles psychiques, les enfants sont encore plus touchés que les adultes, encore plus. Et aujourd'hui, on a une explosion du mal-être des enfants et des troubles de santé mentale et psychique chez les enfants.
et chez les adolescents. Et à côté de ça, on a un effondrement des soins de la pédopsychiatrie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à nos gens et je ne veux pas non plus tirer de conclusions hâtives. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les tentatives de suicide chez les jeunes femmes explose et que l'agressivité vers d'autres personnes peut aussi être un symptôme de troubles psychiques non pris en charge. Et en fait, une société qui laisse ses enfants aller aussi mal est une société qui ne va pas bien. Et je voudrais que nous regardions ce rapport parce qu'il dit des choses extrêmement importantes sur qui nous sommes aujourd'hui. Et vous demandez une conférence nationale sur l'école ? Je demande une conférence nationale sur l'école parce que je pense que ce drame de nos gens ne peut pas être étudié et donner lieu à des conclusions trop hâtives. Mais vous rejoignez Bruno Retailleau, par exemple, qui dit le tout sécuritaire ne peut pas être une réponse. Alors, j'ignorais que je puisse rejoindre Retailleau là-dessus, mais en tous les cas, l'école, hier par exemple... Pourquoi ne pourriez-vous pas rejoindre Retailleau sur un sujet, d'ailleurs ? Est-ce que les Français comprennent mal, d'ailleurs, sur le tout sécuritaire, je suis d'accord, ça ne peut pas être du tout sécuritaire. Mais là, hier, par exemple, j'ai été en discussion avec des enseignants d'un collège de ma circonscription, et ils me disaient, mais vous vous rendez compte que sur 40 enseignants, là, il y en a 4 qui ont démissionné. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le métier d'enseignant, la communauté éducative d'une manière générale, c'est-à-dire enseignants et autres métiers dans l'éducation nationale, sont tellement en perte de sens, sont tellement en souffrance au travail, qu'en fait ils démissionnent. Mais vous vous imaginez, avant, le statut de fonctionnaire et de prof, c'était un statut qui était envié. Aujourd'hui, les concours d'entrée dans l'éducation nationale ne font pas le plein. C'est-à-dire qu'on ne recrute pas suffisamment de profs par rapport aux places qui sont ouvertes. Il y a des gens, il y a des concours qui sont à moitié remplis. Et par ailleurs, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont dans l'éducation nationale, démissionnent. Mais vous vous rendez compte de la perte de sens que ça représente ? On passe des blouses noires, c'est-à-dire des gens qui étaient des acteurs très importants, des piliers de la société parce qu'on estimait que l'éducation était quelque chose d'extrêmement important dans notre société, à des gens qui n'ont tellement plus de sens dans leur métier qu'ils démissionnent. Et des enfants en souffrance. Et en fait, mais comment on laisse faire ça ? Comment on laisse faire ça ? Et j'en appelle vraiment à ce qu'il y ait une conférence nationale sur l'école, qu'on parle du sens de l'école. Conférence nationale sur l'école avec qui ? Mais avec les syndicats, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, avec les élèves. Parce que je veux aussi qu'on entende leur voix, avec les infirmiers et infirmières, avec les médecins scolaires. Aujourd'hui, il manque un médecin scolaire sur 2. Il y a des zones de désert médical dans l'éducation nationale. Tout cela, en fait, rien ne va là-dedans. On est en train, comme un canard sans tête, quoi. On avance, alors on fait une petite mesure, on annonce. Mais en fait, là, le problème est structurel, le problème est systémique et il nous faut vraiment réfléchir. Nous mettre autour de la table, au-delà des différences partisanes, et réfléchir ensemble à comment on sauve l'école. Je vais terminer avec un peu de politique, Sandrine Rousseau. Et on n'a pas parlé d'écologie. Politicienne. Oui. Mais je veux vous en dire, oui, mais il y a tellement de sujets. Oui, mais celui-ci, on est un nous énorme. n'irons pas derrière Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et il n'y aura pas d'accord national au municipal avec les Insoumis. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Olivier Faure qui a dit ça sur RTL. Quoi vous êtes d'accord avec lui ou pas ? On est toujours en train de travailler sur les bisbilles à gauche. Moi, je vous dis, et je vais conclure sans doute l'interview là-dessus, c'est qu'on est dans un moment d'effondrement. Effondrement des services publics, on en a parlé avec l'école. Effondrement de notre vivre ensemble, on le voit de mille et une manières. Effondrement de notre démocratie, et la menace est vraiment à nos portes. On le voit aux États-Unis, on pensait que c'était une très grande démocratie, elle est en train de s'effondrer. Effondrement de la biodiversité, effondrement de nos océans, effondrement de tout. Et en fait, mais là, je vais vous dire qu'il y a la petite phrase d'Olivier Faure, la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon, la petite phrase de machin, une machine. En fait, j'en ai marre de ça. Voilà. Et moi, je fais de la politique pour véritablement changer les choses. Alors, et là, j'ai l'impression en 2027, Sandrine Rousseau. Eh bien, en tous les cas, je mènerai cette bataille. Je la mènerai, cette bataille. Je ne sais pas si je serai candidate en 2027. Je ne sais pas si je serai Pour mener une bataille, il faut être candidat pour être entendu. Mais en tous les cas, je mènerai la bataille culturelle parce qu'on a besoin de ça. On a besoin vraiment d'avoir des mots et des propositions qui soient à la hauteur de l'enjeu de la situation française actuelle. Pourquoi est-ce que vous ne seriez pas candidate d'ailleurs ? Mais parce qu'en fait, si je vous dis
Enfin, c'est ce que les gens exècrent, en fait, qu'on soit candidat partout. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai envie de mener la... On est candidat pour défendre ses convictions. On est candidat mais je les défends, les pour convictions. défendre ce En tous les cas, je m'engage auprès des auditeurs et auditrices à défendre mes convictions et à faire en sorte que véritablement, dans leur quotidien, quelque chose change. Et que je serai là, et que je serai en soutien de cela. Maintenant, à quel endroit ? Eh bien, je serai à l'endroit où ce sera le plus efficace. Bien, dernière chose, puisqu'on parle d'écologie, j'ai vu le sommet des océans à Nice, c'était une réussite quand même, non ? J'ai même vu Paul Watson, une figure de l'écologie dans le monde, féliciter Emmanuel Macron. Bah, non, mais parce que Paul Watson, il est comme beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'il est séduit par un discours et qu'Emmanuel Macron, il sait manier le verbe, il sait manier le discours, qu'il est très fort là-dessus. Moi, je le compare à, vous savez, K, là, le serpent dans le livre de la jungle, vous voyez, c'est-à-dire qu'avec ses yeux, il vous hypnotise comme ça et que il vous séduit comme ça. Il vous hypnotise, vous, alors, pas du tout. Moi, je suis vaccinée contre ça. Mais en fait, ce qu'il annonce, c'est 4% des aires protégées, des aires marines protégées, qui vont être réellement protégées. C'est-à-dire qu'en fait, faut quand même mesurer l'affaire. C'est un progrès quand même. Non, on a 85% des coraux qui sont en danger. C'est-à-dire qu'à Nice, aucun progrès. Mais 4% des aires protégées sont protégées. On mesure l'espèce de dystopie dans laquelle on est. Il y a 85% des coraux qui sont menacés, il y a 90% des grands poissons qui ont disparu. Enfin, et là, on est en train de se féliciter d'avoir 4% de 17% qui sont protégés, parce que les aires marines protégées, c'est 17%. Mais en fait, quand on parle d'aires marines protégées, en fait, elles ne sont pas protégées puisqu'il n'y a que 4% de ces aires marines protégées qui sont protégées. Enfin là, vraiment, mais c'est kafkaïen, quoi. C'est kafkaïen, mais il y a un progrès quand même. On passe de 0,1%. Je ne vais pas me faire l'avocat d'Emmanuel Macron. Moi, je vous dis ce que j'ai lu de la part des participants à la réunion. On passe de 0,1% à 4%. Bon, alors, oui, dites-moi, j'ai une dernière question. 30% de la viande consommée en France est importée. Et c'est une catastrophe. Ben oui. C'est une catastrophe. Vous savez pourquoi dites-moi pourquoi. 30% de la viande importée en France est consommée. CETA, on a fait des... Non. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on mange de plus en plus de poulet. Et que le poulet, c'est l'espèce qui a le plus de poids sur la planète aujourd'hui. On mange de plus en plus de poulet, donc comme on ne produit pas assez de poulet, donc il faut ouvrir des... Arrêtez de manger de la viande, je vous jure, vraiment. Mais pas de poulet, quand même. On mange bien sans viande, et deux... Vous mangez jamais de poulet ? C'est bon. Je mange plus de viande, mais vraiment, ça émet du carbone. Là, on fait des élevages de poulets. Il y en a certains, c'est jusqu'à 120 000 poulets qui passent dans ces élevages. Ils sont bourrés de médicaments pour faire en sorte que les maladies se propagent pas rapidement. Vraiment, diminuons notre consommation de viande. Tout le monde peut faire ce geste, et c'est un enjeu national, c'est un enjeu planétaire pour protéger nos enfants. On aime tous et toutes nos enfants. Préservons leur planète, mangeons moins de viande. Bon, allez, merci Sandrine Rousseau. Il est 8h57, merci d'être avec nous.